cet atelier, c'est un petit peu pour vous présenter le travail qu'on a fait cette année, de comparatif d'enregistreurs passifs, et qui peut poser pas mal de questions qui ont été déjà posées par le passé à diverses occasions, notamment au travail d'Alexandre Accard, qui s'y présente. Et le propos, c'est en fait de vous... On a vu jusqu'à présent pas mal de présentations et d'études qui tentent de mesurer l'activité des chauves-souris à partir d'enregistreurs. On dispose de récupérer pas mal de données. Et en fait, on ne se pose jamais la question, mais finalement, la mesure de l'activité, à aucun moment dans la présentation, j'ai vu c'était quoi, quelle unité de mesure. On parle des contacts de 5 secondes, la méthode de Michel Barato, etc. Et en fait, les enregistreurs, ce qu'ils nous produisent, c'est des fichiers. Et on comptabilise des fichiers, et on s'est posé la question, mais tous ces enregistreurs, les enregistreurs du moment, est-ce qu'ils se comportent à peu près de la même façon? Est-ce qu'on peut les régler? Et il y a des réglages qui sont proposés, notamment par l'équipe de Digikiro, qui tendent à harmoniser un petit peu le comportement des appareils. Et on a essayé de tester ça en situation réelle, sur un mât de mesure dans le sud de la France. C'est ce que j'ai essayé de vous présenter, et les résultats obtenus. Puis ensuite, on pourra discuter avec différents intervenants sur leur niveau d'expérience par rapport à ce que j'ai présenté. Alors, première diapo, c'est un petit peu des rappels, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer. Vous pouvez lire un peu plus, mais j'éviterai de trop parler. J'ai essayé de montrer, et Alexandre l'avait montré par le passé, qu'en fait, quand on reproduit toute la chaîne des processus divers et variés qui aboutit ensuite entre la propagation d'un son émis par une chauve-souris, la quantification et l'analyse finale, il se passe tout un tas de processus, et à chacun des processus, on peut avoir des distorsions, des disparités, des biais. Donc le premier principe, c'est la diversité du vivant et des espèces, qui implique qu'on a, vous savez tous, des volumes de détection, des fréquences différentes, des façons d'émettre des fréquences différentes, parfois de ne pas émettre du tout, qui fait que déjà on a beaucoup de différences à la base. Parfois même des niveaux d'intensité émis qui sont différents. Puis ensuite on essaye de les capter avec un ensemble de micros, une diversité de micros proposés par les différents fabricants. Ces micros, on n'est jamais sûr qu'ils soient vraiment calibrés, sortis d'usine, ou qu'ils soient identiques, d'une même fabrication identique. On peut avoir des problèmes aussi d'installation sur place, et donc finalement la chauve-souris qui est passée sur le côté ou devant, ou dans les différents lobes de sensibilité des micros, donc la directivité, l'amplitude, la sensibilité, le lien, la durabilité des micros dans le temps, etc. Donc tout ça crée évidemment des petites différences et des problèmes. Des différences ensuite au niveau des enregistreurs dans leur façon de décider de déclencher un enregistrement ou pas, le trigger, et donc des réglages de gain, des différents réglages possibles sur les différents triggers, etc., etc. Ensuite, on peut avoir des différences dans les choix du traitement du signal, des choix de résolution, des choix d'échantillonnage, des choix de filtrage, etc. Des choix aussi qui s'opèrent pour transformer un signal analogique en signal numérique. Ensuite, la transposition du signal analogique vers la machine via les câbles, parfois la transposition d'un signal numérique, ce qui est parfois plus intéressant, etc. Ensuite, divers logiciels pour analyser les fichiers obtenus. Et puis finalement, diverses méthodes d'expression et d'interprétation des résultats. Donc ça fait beaucoup de choses. Alors, il y a eu des études par le passé, mais elles ne sont pas très nombreuses. La plus connue, vous la connaissez probablement tous, c'est celle d'Adams et collègues qui a été réalisée en 2012, qui a commencé à tester. À l'époque, il y avait encore des anabates qui fonctionnaient en division de fréquence. Ils ont testé les micros et la proposition de trigage d'Avisoft. La solution Avisoft, c'est ce qui a été repris, vous allez le voir dans les enregistrements qu'on a testés dans la solution BAT-Mode. On testé BAT-Corder, BAT-Logger et aussi les premiers CM2 BAT qui sont apparus. Donc on voyait bien les résultats qu'ils ont obtenus avec des différences de portée de détection au niveau des micros, les différents tests. Donc là, je vous ai mis un exemple de courbe qui montrait qu'il y avait déjà des différences, mais vous la connaissez, je pense.
essayer d'exprimer et qui me pose pas mal de questions, c'était à la base, en fait, on se la pose rarement, moi je me la pose tout le temps. En fait, qu'est-ce qu'on compte quand on fait de l'enregistrement passif? Est-ce qu'on compte réellement les contacts de chauve-souris de la même façon qu'un observateur en situation directe avec son détecteur, hétérolite ou extension de temps, selon la Michel Barato, c'est l'observateur, c'est l'humain qui décide de dire oui ou non, je compte une chauve-souris ou pas. Et on essaye de transposer ça à une machine, dont c'est le trigger, et donc finalement un aspect physique-mécanique, qui décide de déclencher un enregistrement ou pas. Et quand on déclenche un enregistrement, vous avez tous réglé vos appareils, on lui dit, eh ben, si tu fais un fichier maximum de 5 secondes, ça revient à l'équivalent de la méthode de Michel Barato et de la même méthode de comptage. Et en fait, c'est absolument pas du tout la même chose. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on ne peut pas du tout transposer la méthode de comptage manuel à une méthode d'enregistrement passif. Alors vous allez voir les différences que ça peut procurer et des écarts énormes dans l'interprétation des résultats. Donc on essaie de reproduire un travail comparatif avec les enregistreurs du moment. Alors on en a sélectionné quelques-uns qui sont actuellement vendus. On a pris un SM3 BAT de chez Wildlife Acoustic. Alors en fait, on en a pris deux, puisqu'on en a pris un sur lequel on a branché un micro U2. Alors moi, je vais rentrer dans le technique, c'est les derniers micros qui sont arrivés. Micros qui sont un petit peu étanches à l'humidité, même relativement bien étanches, et donc qui n'avaient pas besoin de protection. Celui-là, on l'a mis à l'écart, non protégé. On a pris un micro U1, qui était avant le micro U2, et celui-là, on l'a protégé dans un cylindre en PVC, comme on a l'habitude de le faire, et vous allez voir, ça a des conséquences aussi. C'était une erreur. On a pris le Batlogger chez Elecom, qui arrive sur le marché, qui est un petit peu passé inaperçu, mais vous allez voir qu'il est plutôt satisfaisant. Le GSM Batcorder, qui est là depuis un certain temps, et puis le fameux Batmode qui commence à arriver depuis quelques années aussi sur le marché. Alors là, je ne sais pas si Vincent est là ou pas, si tu veux détailler, si tu me laisses. Donc dans ce site du sud de la France, en zone méditerranéenne, je précise zone méditerranéenne parce que c'est assez important sur les espèces qu'on peut détecter là-bas, en partenariat avec Engie, à 50 mètres de haut, sur un mètre de mesure, on a installé l'ensemble du dispositif. Alors on les a installés sur une barre en métal, les uns à côté des autres. Le seul micro qui était disposé un peu à l'écart, enfin il y en a deux. Il y a le Batcorder, parce qu'on avait la problématique du Batcorder, c'est qu'on ne peut pas mettre des câbles très longs et l'éloigner trop du système d'enregistrement. Et puis le micro U2, qui était en fait, on a profité de ce SM3 qui était déjà installé sur le mât avec un micro en haut et un micro en bas. Donc le micro U2 qui était un petit peu à l'écart des autres. Peut-être une limite, mais vous allez voir que ça a quand même une certaine importance dans l'expression des résultats. Alors ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la présentation et puis les différents réglages qu'on met en face. C'est des réglages classiques qui sont proposés comme étant à peu près équivalents. Alors je dis équivalents parce que c'est très difficile d'être certain que des réglages de gain d'un SM3 c'est la même chose que le réglage des gains d'un Batcorder, etc. On n'est pas tout à fait sûr. La seule chose qu'on a procédé, c'est qu'au tout début de l'expérience, on s'est vite rendu compte que le réglage par défaut proposé, notamment par les Allemands sur le Batcorder, n'allait absolument pas. Et je ne sais pas comment ils font en Allemagne d'ailleurs, pour traiter leurs données. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils proposent un réglage qui permet de tenir compte d'une durée d'intervalle entre deux événements trigger déclenchants, par exemple deux signaux de chauve-souris. Le réglage par défaut est de 200 millisecondes, ce qui, pour ceux qui connaissent bien les noctules par exemple, ou le molosse de Sestoni, ou des espèces où des intervalles entre cris beaucoup plus longs que ça, 600 millisecondes, parfois plus. On est obligé d'augmenter ce réglage par défaut, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Adams dans sa publication. Ils sont passés à 800 millisecondes, mais on a opté pour 600 millisecondes. Donc ça, on l'a modifié après 2 jours, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des fichiers qui contenaient qu'un seul cri, beaucoup trop courts, et qu'on ne pouvait pas comparer au reste. Et puis, on avait la possibilité sur le Batcorder de régler un réglage de sensibilité au déclenchement, réglage de qualité,
la D-Cavity, je ne sais pas trop à quoi ça correspond derrière. Et on peut le monter maximum jusqu'à 40, ce qu'on fait à Adams, nous on l'a poussé à 30. Le réglage par défaut est en 2 voies. Alors, ensuite on a une autre problématique de réglage, puisque sur le système de BatMod, c'est le système Avisoft, la solution Trigger et les réglages qui sont proposés sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborés. On a essayé de tenir compte de ce qu'avait fait Adams dans leur public et d'adopter les réglages à peu près équivalents. Je passe dessus, et ça c'est la possibilité de régler le backcorder qui est un peu plus simple, mais qui propose par exemple des incrémentations de trigage de 1 à 10 par exemple, qui ne sont pas forcément réglés en décision. Alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire, la première chose qu'on a essayé de voir, c'est de recaler un petit peu, et là je ne vous mets pas tout, je vous mets des extraits, vous allez ensuite avoir les histogrammes en termes quantitatifs. Mais c'est simplement pour illustrer ce que ça peut donner quand on a les mêmes événements que chacun des appareils a enregistrés. Donc là, vous avez un exemple de 2 notules de Lessler et une pipistrelle commune. On a recalé tout sur le même laps de temps. Et ce que vous avez en bleu, c'est les durées des fichiers, en fait. C'est la durée de la production d'un fichier sonore. Et ce qu'il y a en blanc, en fait, c'est l'intervalle où il n'y a rien du tout de déclenchement. Donc vous voyez que chacun a bien donné la présence dans ce laps temporel de la pipistrelle commune et des 2 notules de Lessler. Mais pour le SM3 BAT en haut avec un micro U2, vous avez une production moindre de fichiers, mais des fichiers qui durent plus longtemps, mais qui contiennent beaucoup plus de clés, qui donc permettent d'identifier plus facilement les espèces en détermination automatique par exemple. Le backlogger qui lui fait un petit peu des deux, des fichiers longs avec pas mal de clés, puis d'un seul coup des sauts, puis des petits fichiers courts. C'est intéressant pour le backlogger à la fin, vous allez voir pourquoi, il n'y aura pas grand chose. Et ce qui permet d'avoir des plages un peu plus grandes de blanc, et ce qui permet de diminuer au final le volume obtenu. Mais ça peut poser problème quand on a trop de fichiers courts. Alors c'est ce qui peut se passer pour le BatMod, et ce qui est caricatural malgré les réglages qu'on a pu faire sur le GSM BatCorder, où la production de fichiers elle est importante et des fichiers beaucoup trop courts. Donc vous voyez déjà, on voit qu'il y a des énormes différences. Et si on les reproduit sur un laps de temps beaucoup plus long, on va évidemment avoir des gros écarts de comptabilité des fichiers et de possibilités d'identification. Alors là, un autre exemple sur un problème qu'on a eu, qui est révélateur sur le BatMod, c'est qu'il y a un système de calibration micro qui tient compte, quand on fait la calibration, du bruit ambiant. Et si on a calibré l'appareil, on peut le faire régulièrement, même à distance, en cours de manip. Si on calibre l'appareil avec un bruit ambiant assez faible, à un moment où il n'y a pas forcément beaucoup de vent, par exemple sur le éolienne, à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de bruit, l'atténuation devient extrêmement forte, et l'impact que ça a, c'est-à-dire qu'on a très peu d'équilibre à ce moment-là, quand il y a beaucoup de bruit, de détection d'événements trigger déclenchants. Alors c'est par exemple ce qui s'est passé, on l'a eu à pas mal de reprises, sur un passage de noctule de Lessler qui a généré des fichiers assez longs chez le SM3 BAT et le BatLogger. Chez le BatMod, on a eu un seul prix détecté, un seul fichier produit. Bon, vous allez venir dans ce laps de temps, on a quand même eu un contact, et coup de bol, c'est sur une noctule de Lessler, donc identifié. Et le GSM BatCorder, à lui, il n'a pas ce problème de calibrage, par contre, il a un filtrage un peu trop sévère à disposition, il a trigué 2 fois, et puis plus rien à faire. Je vais passer ensuite. Bon, on souffle. Alors là, je voulais juste vous montrer ce que ça peut donner en
en termes de qualité de production sonore, en fait, c'est pas extrêmement important. Tous ces appareils produisent finalement une qualité satisfaisante et très bonne. On a quand même des petites différences quand on pousse un petit peu à fond l'amplitude et la restitution. Le bad mode, quand il fonctionne, quand il a bien trigué, a une homogénéité sur le bruit de fond et un rapport signal-bruit assez parfait. J'ai aucun reproche. Bad mode, c'est vraiment de top qualité, c'est du matériel Ubisoft à la base. Le backlogger, c'est pareil, mais il a une tendance à sursaturer ses fichiers. C'est pas très important, c'est pas très gênant en fait. C'est gênant à l'oreille quand on écoute. Mais vous voyez que le bruit de fond sur le backlogger, donc le deuxième en dessous, est relativement homogène, ce qui n'est pas le cas pour le coup sur le micro U2 du SM3BAT. En fait, je vous ai dit au départ qu'on a poussé quand même à fond l'amplitude, et en fait, quand on ouvre le fichier, on ne s'aperçoit vraiment pas de ce problème-là, mais la capsule micro, qui est quasiment la même, c'est des micros électrèques, des capsules LG de chez Moles d'ailleurs, quelque part. A priori, ils ont les mêmes courbes de réponse, donc il y a même derrière quelque chose qui fait des algorithmes qui modifient peut-être un peu ça, et c'était peut-être un peu trop sévère sur le SM3BAT, ce qui fait qu'on a une très forte sensibilité justement sur la bande passante autour des 20 kHz, entre 20 et 30 kHz, qui surévalue les notules. Vous allez me dire pour l'harmonium c'est très grave. Et puis le GSM Badcorder qui lui a une atténuation et une restitution sonore parfaite aussi quand il doit bien fonctionner. Donc finalement c'est pas tellement sur la qualité sonore qu'on peut avoir des griefs différents par rapport à tel ou tel appareil. Alors là, j'ai mis un exemple parce qu'on a eu la chance, ça s'est pas produit souvent, mais d'avoir une séquence longue sur le Badcorder, ça peut arriver. Et là, c'est en l'occurrence une séquence de chasse de noctule de Lessler avec un buzz final qui permet aussi d'avoir une petite idée de la restitution des signaux courts avec une intensité qui chute, puis des fréquences qui chutent. Alors, les restitutions bas-de-son, rester avec bas-de-son, les réglages d'une fenêtre à l'autre sont parfaitement équivalents. On peut comparer les choses. On voit que la faculté du backlogger à sursaturer finalement sur des signaux très ténus, ça lui donne un avantage, alors que le bad mode a tendance à avoir aussi une très faible intensité due à la calibration, à l'atténuation par rapport au bruit de fond, fait qu'il a du mal à restituer, mais il suffit de booster la séquence et on récupère quand même l'information. Elle n'est pas perdue. Le SM3BAT U2 est très bon, et puis le GSM Badcorder aussi. Alors, là où les choses peuvent un peu être compliquées, on a eu la chance de pouvoir aussi comparer le bad mode ne l'a pas détecté. On a eu très peu d'événements à 50 mètres, on en a eu deux, mais on a quand même eu un de Minioctère de Schreiber. Et donc là, on voit très bien les différences d'intensité qui sont caractéristiques de l'espèce d'un signal à l'autre. Très bonne restitution sur le SM4 U2, donc dès qu'on taquine des fréquences un peu hautes, autour de 50 et au-delà, la capsule du micro U2 et avec le SM3 est finalement très très bonne. C'est moins le cas sur le Badcorder. Alors après, je ne passe pas dans les détails, il faut regarder aussi l'inclinaison, la façon dont la bestiole est passée, si elle est passée sur le côté, les micros étaient sur une barrette, il y a quand même quelques limites, et ça donne quand même quelques idées du fonctionnement des appareils. Et puis en bas, le Badcorder, qui lui, finalement, a moins restitué les griffes. Alors ce qui s'est passé, par moment, et surtout à la fin de la période, donc c'était du 1er octobre jusqu'au 15 novembre 2021, je pense ne pas l'avoir dit. Sur la fin de la période, on a eu pas mal de mauvais temps, des turbulences, du vent, de la pluie. Et puis, certaines nuits, alors qu'on a eu quand même quelques événements de chauve-souris de ce fait-là, on s'est rendu compte que le Badcorder, alors je ne sais pas si vous avez des expériences similaires, mais c'est mis d'un seul coup à me produire des quantités astronomiques de fichiers parasités avec ce genre de parasites. Ce qui n'a pas été produit par les autres appareils. Alors là, on a peut-être un appareil qui ne fonctionnait pas très bien. J'aurais besoin de votre retour, on ne connaît pas très bien le Badcorder, on nous l'a prêté. Dans les problématiques liées aux triggers, aux différentes fonctions et réglages des triggers, on a aussi
mis en évidence qu'on avait ce qu'on appelle le taux d'enchaînement, la capacité à enchaîner quand on a des événements continus, fichier après fichier, ce qui au bout du compte est comptabilisé. Mais on se rend compte quand on a des appareils comme le Badcoger qui est tout en bas, arrive à enchaîner de façon très rapide et très bien, et des séries longues de séquences, qui est le cas aussi pour le SM3 BAT. Ce qui est un peu moins le cas pour le BAT-mode, mais là encore c'était tout à fait correct. Puis le Badcorder a eu beaucoup de mal à enchaîner des fichiers et à produire des fichiers courts à certains moments. Tout ça, tout ce que je vous dis, vous allez voir en termes de résultats, c'est ce qui explique les différences qu'on a pu observer. Alors, une des problématiques aussi, c'est la capacité sur l'ensemble du spectre fréquentiel des différentes espèces à pouvoir se comporter et à détecter toutes les espèces potentielles, en tout cas en France, puis ailleurs. En tout cas, en France, on a quand même le molosse de Sestonie, dont la particularité est de produire énormément de cris basse fréquence, entre 10 kHz, 9 kHz, parfois 13 kHz, 14 kHz. Alors que, par exemple, on a un appareil comme le Badcorder, et c'est un choix, c'est un compromis, pour éviter d'avoir trop de bruit parasite. Ils ont introduit ce qu'on appelle un filtre passe-haut, mais le filtre, donc c'est pour filtrer toutes les fréquences au-delà d'un seuil de réglage, enfin en deçà d'un seuil de réglage, pour le coup. Et le Badcorder, sa limite c'est 14 kHz, alors après on a des bandes de filtrage qui permettent de pouvoir récupérer un peu de signal, mais le fait est qu'on s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup, quand même, et très nettement en dessous de 14 kHz, surtout si on avait des fréquences quasi constantes. Donc les questions en transit, ils récupèrent de l'information dès qu'on commence à avoir de la modulation de fréquence sur les signaux. Alors, sur une séquence longue, on a eu quelques molosse. Sur une séquence longue de molosse qui a duré pratiquement 1 minute, 50 secondes, je vous passe un extrait. On a eu le SM3 BAT-2 qui s'est bien comporté, qui a fait des fichiers régulièrement, relativement longs, qui comportent suffisamment de fils pour bien déterminer le molosse. Idem chez le Badcorder, on a fait des fichiers un petit peu plus courts. Et puis, alors coup de bol, on a quand même eu avec le Badcorder, mais on a eu un seul clic. Voilà, vous avez par exemple un extrait un peu zoomé sur le clic qui a été détecté. Vous voyez que c'est un clic qui a été détecté sur un événement qui a duré assez longtemps, avec plein de clics contenus dans la séquence du SM3 BAT. Une séquence un peu plus courte, mais avec 5 cris qui permet plus assez facilement de déterminer l'espèce sur Badcoger, et puis le fameux cri du Badcorder. Bon, je passe les détails. Une explication, voilà, je vais vous parler, vous la connaissez certainement. C'est un peu la limite de détectabilité. Donc, il faut faire attention aussi au filtre passe-haut et à sa faculté à gommer les fréquences. Alors, en termes de résultats, je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais essayer d'aller assez vite. Bon, le nombre d'espèces n'est pas très important, mais on a eu le BAT-mode qui est très significatif, qui a quand même raté 2 espèces. C'était des événements rares, avec le demi-noctaire et puis le molosse qui a été raté par le BAT-mode, mais il y avait probablement une défaillance de l'appareil à ce moment-là. Puis les autres qui sont à peu près similaires. Alors le Badcoger, il a eu une espèce en plus, c'était de l'ester de saline, parce que sur les séquences que le Badcoger, c'est celui qui a obtenu, qui a le plus cliqué sur l'ester de saline, ça m'a permis de le déterminer correctement. Les autres ont pu la détecter, mais je n'ai pas pu aller jusqu'à l'espèce et j'ai classé en groupe cul saline. Alors voilà ce qui est plus important, c'est la comparaison aussi du nombre de contacts et d'expression des résultats en termes de minutes positives. Je ne sais pas si tout le monde connaît la minute positive, c'est de considérer non pas le nombre de contacts, mais le nombre de fichiers de façon brute, mais considérer est-ce que l'espèce dans une minute, elle a été présente ou non. Une présence-absence en 2 minutes, successives. Ce qui permet de lisser tous les biais appareils que je viens d'expliquer, et là on voit quand même que le lissage n'est pas parfait, tous les appareils peuvent donner le même résultat en termes de minutes positives, mais se rapprochent. Et ce qu'on voit par exemple, c'est que le BAT-mode fait des fichiers courts, des fois il a des défauts de détectabilité, mais pourtant c'est l'appareil qui a produit le plus grand nombre de fichiers positifs avec chauve-souris, donc le plus grand nombre de contacts, plus de 400.
En minute positive, il arrive en 3e position. En minute positive, c'est le SN3 BAT avec le micro UV, qui était à l'écart des autres, ça a peut-être une importance, qui arrive en première position, et le micro U1 qui était protégé dans un tube en PVC, pour éviter les intempéries et l'action de la pluie sur le micro, et bien mine de rien, le fait d'avoir protégé le micro, ça réduit son volume de détection, et on se retrouve en nombre de contacts avec un nombre bien inférieur au SN3 BAT-U2, et puis et surtout en minute positive aussi. Voilà. Et alors l'appareil le plus défectueux, mais je vous émettrai tout pourquoi là-dedans, qui a produit le moins de nombre de contacts et le moins de nombre de minutes positives, ça a été le BAT-Corder. Le BAT-Logger étant voilà, l'appareil qui est arrivé d'un résultat second si on peut faire un podium, c'est pas très important. Alors après, on essaie de décliner ça sur les espèces. Il se trouve que sur la période donnée, et on parlait tout à l'heure des phénomènes de pic d'activité, et bien là, en l'occurrence, centré sur le mois d'août, j'aurais été curieux de savoir un jeu de données, parce que dans le sud de la France, on a des énormes pics d'activité, notamment Noctul et Molos de Estonie au mois d'octobre. Et à cette période-là, et surtout en zone méditerranéenne proche du littoral, dans cette période-là, on a eu énormément de noctules de l'ester, et donc c'est là-dessus où on peut avoir des résultats plus intéressants sur les autres espèces, où finalement on n'a pas eu grand-chose. Et puis moi, au jour d'aujourd'hui, je suis incapable, et pourtant je connais bien le sujet, de distinguer la pipistrelle bocule de la Nathusius. Je ne m'aventure pas sur ce sujet-là, donc j'ai fait un groupe sur le Nathusius. Le reste c'est la pipistrelle commune, la pipistrelle pygmée, le molos, un peu de minoptère et un tout petit peu de Vespa ocellus. Alors, on voit des différences en bleu ciel, le nombre de contacts, l'expression en contact, 10 contacts sur une seconde, et puis en foncé, une minute positive. J'essaie de vous montrer pour qu'on voit un peu mieux sur hors noctule de l'ester, parce que ça peut donner un peu de différence sur les autres espèces avec des éléments plus rares. On voit en haut SN3 BAT avec micro U2 à gauche, micro U1 à droite, qui sont comportés un peu pareil, mais vous voyez qu'il y a quand même le U1 qui est en retrait. Le BAT mode qui a eu des défauts de détection sur les événements rares, en raison probablement parce que des fois quand on a eu du molos, on a beaucoup de vent et une atténuation beaucoup trop forte, perte de détectabilité. Par contre, le BAT mode a fourni beaucoup de fichiers sur le groupe pipistrelle bocule Nathusius. Alors il faudra peut-être regarder aussi le micro, sa sensibilité sur ces fréquences-là. Et puis pas mal sur la pipistrelle pygmée par rapport aux autres. Voilà, donc lui, il est un peu plus à l'aise sur les espèces un peu plus haute fréquence. BAT-Corder, quasiment rien. Et BAT-Logger a donné des résultats assez satisfaisants et très proches du SN3 BAT-U2. Alors son gros avantage au BAT-Logger par rapport au SN3 BAT, c'est qu'il fournit un volume en poids de fichier très nettement inférieur au SN3 BAT et pourtant ses résultats sont proches. Donc si on devait choisir entre les deux, avec des cartes plus faibles capacité, on est plus serein de ne pas aller chercher les cartes ou aller télécharger des fichiers trop souvent. Avec des BAT-Logger, la capacité à triguer sur des chauves-souris et à éliminer les parasites, elle est assez remarquable. Si on se base uniquement sur les résultats obtenus en minutes positives, on voit que finalement les 4 appareils SN3 avec les 2 micros BAT-Logger et BAT-Mode sont relativement comparables, ce qui n'a pas été le cas si on passe sur le nombre de contacts, et que c'est le BAT-Corder qui est très en retrait des autres. J'avais mis un petit commentaire pour essayer d'aller un peu plus vite pour laisser place au débat. Ça, c'est ce qui a pu se produire sur l'ensemble de la période, pour montrer à quel moment on a eu des événements et comparer un peu est-ce que les pics d'activité des différentes espèces tout au long de la période, on aurait pu obtenir le même résultat. Et c'était intéressant parce qu'après on a modélisé chacun des appareils pour essayer de savoir si ça pouvait avoir une influence, c'est là que c'est important, pour pouvoir modéliser un bridage machine avec les données météo, ce que ça aurait donné si on avait utilisé tel ou tel appareil.
Donc je reviendrai sur la conclusion, je voudrais juste vous montrer les résultats directement sur ce que je viens d'exprimer. Alors, quand on a la possibilité d'avoir, comme c'était le cas pour le SM3BAT U2, le plus grand nombre de contacts et de fichiers obtenus, ça permet d'avoir une courbe beaucoup plus intéressante et plus informative. Alors ça, c'est des courbes brutes, après on peut s'amuser, et on le fait, mais je ne voulais pas vous rentrer trop loin dans la modélisation, mais à faire des prédictions type GLM, etc. Là, c'est simplement de la corrélation directe entre données de vent. En bas, si vous ne lisez pas très bien, ça va de 0 à 12 mètres par seconde, maximum pour le U2. J'ai essayé de décliner ça dans les différentes espèces qu'on arrive à le faire. On a assez de données, notamment sur les noctules, pisserelles, etc. Et j'ai essayé de comparer ce que ça donnait avec le backlogger, le batmode et le backrecorder. Alors, le fait que sur les événements rares, notamment de Molos, quelques noctules, etc., le batmode a eu des défauts de détection, ça a impliqué quelque chose d'important, c'est que là, vous voyez la courbe en bas du batmode, le maximum pour atteindre 100% de l'activité enregistrée sur cette période-là, c'est de 8,5, 9 mètres par seconde. Il n'y en a pas eu les événements rares à 10, 11 et 12 mètres par seconde, qui peuvent dire qu'on prend un certain niveau de risque. Donc ça, c'est quand même important. Parce qu'on a montré tout à l'heure, je crois que c'est Kevin qui avait montré, à un moment, on avait des points qui sortaient un petit peu de la courbe, mais c'est quand même des événements rares mais qui sont intéressants à prendre en compte. Avec le backlogger, on avait une modélisation relativement similaire, mais quand même un petit peu moins de fichiers et quelques décroches dans le jeu de données. C'est 1 mois et demi, si on l'avait fait sur 7 mois, ça aurait peut-être été moins problématique. Par contre, sur le GSM Backrecorder, on avait quand même un trop gros déficit de données, et alors là, la modélisation est tellement chaotique qu'on ne peut pas trop s'y fier. Toujours est-il qu'entre le Backrecorder, par exemple, qui était le moins bon élève, si on peut dire, et puis le premier, on aurait pu faire une erreur de bridage d'environ 75% entre les seuils, les valeurs seuils proposées. Et on a une incertitude. Donc, est-ce qu'on se met sur 6 mètres par seconde? Est-ce qu'on se met sur 12? Après, on aurait pu dire, ne sachant pas, on prend le maximum, puis voilà, principe de précaution. Alors, la conclusion, avant d'arriver au débat, c'est que finalement, de voir que, quand même, que chaque enregistreur est vraiment différent. On ne peut pas dire, à l'exception d'un, notamment le backrecorder, qu'on puisse dire que l'un est meilleur que l'autre. Chacun a ses spécificités, ses avantages, ses défauts. Mais dans tous les cas, il propose des compromis. Mais il faut avoir l'idée que c'est pour aboutir à une production de fichiers dont le nombre, le poids et la durée sont assez variables pour un même événement de chauve-souris qui passe devant les appareils. Et on s'est même rendu compte, en poussant, quand nous on a utilisé beaucoup de SM2, que ça pouvait être même le cas avec un appareil censé être identique. Les écarts sont moins grands, mais on avait quand même là ça pourrait peut-être des problèmes de calibration, des problèmes de dérive, de micro, etc. Certains enregistreurs donnent néanmoins, plus que d'autres, le risque de rater certaines espèces, surtout sur les événements rares. Bon, pour prendre l'exemple du Molos, c'était pas ici, mais de la grande noctule ou d'autres, c'est retenu bicolore. Ça pose aussi des problèmes pour les bases de données. Et alors là, j'aurais bien voulu débattre s'il y avait vous, c'est à quel choix de réglage, de méthode de comptage, sachant que le sacro-saint comptage de 5 secondes, pour moi, vous avez compris que ce n'était pas ma cale, et que finalement, je propose de réhabiliter beaucoup plus sereinement la minute positive et de créer des référentiels. Et puis le dernier travail de Kevin aussi avait montré qu'il y avait des problématiques d'hétérogénéité de réglage des appareils sur l'impact des résultats en termes d'expression d'activité. Voilà. J'en ai fini. Jean-Paul Rio, bénévole et concepteur des Kinsey Recorders.
je voudrais rajouter une autre problématique sur ce qui a été dit, c'est qu'il y a aussi les cartes SD. Les écarts qui ont été constatés entre le nombre de fichiers enregistrés et surtout les écarts entre chaque fichier peut s'expliquer simplement par la qualité à l'instant T de la carte SD. Je m'explique. Une carte SD, chaque cellule ne peut pas être écrite indéfiniment. Il y a un nombre limité d'écritures. Ce qui fait qu'il y a un algorithme interne à la carte SD qui change de cellule aléatoirement à chaque fois qu'on crée un nouveau fichier, qu'on utilise un nouveau fichier. Et quand on arrive à un petit peu saturer les cartes SD, cet algorithme prend parfois beaucoup de temps et on a des écarts entre la fermeture d'un fichier et pouvoir en créer un autre qui peut être assez long. Et ça, on peut y remédier en faisant un formatage systématique des cartes SD quand on les vide. Si ça n'est pas fait par les appareils, ça peut expliquer par les appareils ou par les opérateurs qui récupèrent les données. Ça peut expliquer aussi les différences qu'on a entre le nombre la quantité de fichiers et les écarts entre chaque fichier. Oui, c'est un point important. Quand vous mettez des cartes SD dans des SN4FAT, systématiquement, il faut formater les cartes SD via le SN4FAT et pas un PC Windows pour qu'il y ait vraiment un langage, un dialogue entre la carte et la machine. Effectivement, on peut avoir des bugs et des d'écriture à ce moment-là. C'est un détail. Oui, pardon. Talibah, Muséum de Paris. Super intéressant. J'ai deux trucs qui me posent question. C'est les différences d'activité. Enfin, on a fait pas mal de tests en parallèle, pas autant qu'on voudrait aussi. Toujours assez instructif. Ça devient compliqué effectivement avec la profusion de matériel aujourd'hui. On comparait l'activité aussi, mais on utilisait aussi la durée de séquence comme autre mesure complémentaire pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors quand je dis durée de séquence, en fait, on regardait deux choses. On isolait les séquences de chauve-souris qui passent, on va dire, qu'on suppose voler relativement droit, c'est-à-dire qu'on voit clairement l'amplitude augmenter puis diminuer. Ça permet d'identifier une sorte de pic d'amplitude qui doit être à peu près le point où la chauve-souris est plus près du micro. Et donc on peut mesurer deux choses. On peut mesurer le temps entre ce pic-là et l'événement de déclenchement, ce qui donne à peu près une idée de la sensibilité des déclencheurs, et le temps entre le pic et le dernier cri des syllabes, qui donne à peu près une idée de la sensibilité des micros. Voilà. Pardon ? La condition d'avoir des séquences. Voilà, on en trouve toujours, on ne peut pas le faire sur toutes les séquences, mais on trouve toujours des séquences de ce type-là. Alors l'avantage de ça, je pense que ça peut peut-être permettre de bien différencier ce qui est de l'ordre de la sensibilité du micro ou de la directionnalité du dispositif. À partir du moment où on met des protections contre les intempéries, on va vraiment modifier le volume de détection. Avec sur le U1, je pense que ça explique beaucoup par exemple aux différences entre U1 et U2. Là, oui, ça c'est clair. Et même le bad mode, je me pose des questions parce que sur les sonogrammes que tu as montré du bad mode, il y a beaucoup moins d'écho et ça, c'est souvent signe que c'est assez directionnel par rapport aux autres boîtiers. Moi, je ne le connais pas bien, et voilà. Et j'avais une toute dernière remarque, je lâche le micro, qui est un peu connexe à ça, c'est aussi essayer de séparer les séquences qui ont fait l'objet du déclenchement, parce qu'il y a très souvent des séquences de chauve-souris, mais ce n'est pas la chauve-souris qui a déclenché. Là, par exemple, j'ai l'impression que dans votre exemple de Molosse, il y a des déclenchements avec du vent, et donc du coup, le Molosse, enfin, en tout cas sur la SM3, et donc du coup là, on peut, alors ça crée des biais, parce qu'on a des séquences de chauve-souris qu'on n'aurait pas forcément enregistrées si ça n'avait pas déclenché avec du vent, mais du coup, on ne peut pas vraiment mesurer la sensibilité du déclencheur quand on est dans ce cas de figure. Je sais pas, Oui, non, alors, pour répondre sur sur la première partie de ton intervention, je suis complètement d'accord. De toute façon, si on a des micros qui retiennent relativement bien l'humidité, etc., la recommandation qui est issue de tout ça, surtout sur ceux qui utilisent les SM3, c'est de passer sur les micros U2 qui tiennent très bien l'intempérie et c'est pas la peine de les protéger. Parce que ça, effectivement, ça crée pas mal de problèmes. Pour le bad mode, le truc, c'est un micro qui est emboîté dans un disque circulaire qu'on utilise, qui est destiné
été installé dans le plancher d'une nacelle d'éolienne, et que tout autour, il y a une petite feutrine de protection. Et ça, c'est pareil, ça peut jouer aussi. Ça joue fortement. Et puis, alors, sur le vent, je peux montrer, on a quand même une série d'appareils relativement différents. Effectivement, je vais même souligner la capacité et la sensibilité de trigger des SM3 qui est assez sensible à déclencher même lié au vent. C'est pas le cas, on s'est rendu compte, c'est beaucoup moins le cas pour le Batlogger, qui lui a quand même fourni des séquences sur le Moloss beaucoup plus intéressantes que le problème qu'on a eu sur le Batcorder. Alors là, on a montré un exemple d'une séquence, on a quand même une série complète de Moloss qui a duré un certain temps, et même on l'a obtenu sur plusieurs nuits. Le seul contact qu'on a obtenu, qu'on pouvait comparer au reste du Batcorder, on a quand même un coup dedans dans la comparaison. Le fait est qu'il en a raté tout le reste. C'est peut-être lié, alors ça c'est important parce que finalement on cherche à rater le moins d'événements possible pour prendre en compte le plus d'activités de chauve-souris possible. Et donc le fait qu'on ait un appareil qui soit assez sensible, qui déclenche quand même au vent, avec la contrepartie d'avoir un gros volume de fichiers à traiter, c'est quand même un mal pour un bien. Voilà, donc le bon compromis, à l'issue de tout ça, pour moi, a été la surprise, c'était le Batlogger. Le problème, c'est que le fabricant est en rupture, il a raté la production de l'appareil. Alors j'ai une question ici, moi, il y a une chose qui m'interpelle dans votre étude, c'est que vous considérez que poser deux appareils côte à côte, ils vont se comporter exactement comme s'ils étaient posés tout seuls dans un coin. Les systèmes électroniques émettent des perturbations électromagnétiques qui peuvent perturber un appareil posé juste à côté. Et moi la question c'est, est-ce que poser 4 appareils côte à côte, ça n'a pas une influence sur un ou sur tous les appareils, au niveau sensibilité, déclenchement et autres. C'est ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Voilà. Je me pose cette question-là. Est-ce qu'un appareil va se comporter de manière rigoureusement identique quand il est à côté de 4 autres appareils, en l'occurrence différents, ou est-ce qu'il va avoir un comportement différent induit par des perturbations émises par ces autres appareils proches? Sur la question. J'y crois pas trop, c'est possible. Alors on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de parasitages électromagnétiques qui ont poussé à fond les séquences. C'est beaucoup plus propre et plus contenu sur le Batmode, le Batlogger. On a eu très peu de problématiques liées au chemin de câble, etc. Un peu plus sur les deux SM3. Pour moi, la problématique principale par rapport au fait d'avoir installé les micros et les différents types de micros sur une même barrette, sur un axe horizontal, avec du métal, même mesure, des protections micro, etc. C'est plus là la problématique, c'est-à-dire on ne maîtrise absolument pas, c'est pour moi la plus grosse critique que vous pouvez me faire, on n'avait pas vraiment trop le choix, c'est qu'on ne part pas sur des... on ne maîtrise pas les volumes de détection. On aura du mal à le modéliser et il est possible que la barrette sur le micro qui est installé à côté de l'autre a été gêné par un élément métallique, un élément de son qui arrive dessus, etc. Je crois plus à ces problèmes-là qui auraient pu générer. Après, sur un laps de temps relativement long, on peut quand même se rendre compte de tout ce que j'ai essayé d'exprimer sur les différences de comportement. C'est ça aussi le message, c'est-à-dire qu'on était absolument précis sur le nombre d'événements de fichiers, la durée des fichiers, etc. C'est de clairement mettre en évidence qu'il faut avoir à l'esprit qu'on a des appareils qui sont un peu des boîtes noires parfois sur le fonctionnement du trigger, des boîtes noires sur qu'est-ce qui fait que ça aboutit à un fichier écrit sur la carte mémoire qu'on va lire ensuite. Et ce qui fait que pour être beaucoup plus serein, finalement, on a peut-être la même probabilité, on a une capacité de probabilité d'avoir un événement sur telle espèce plus intéressant quand on étend le laps de temps de la probabilité de comptage, donc en minutes, ou en heures, ou en nuits, et que l'important c'est d'avoir une étude sur une durabilité beaucoup plus longue. Voilà, et d'étendre, et d'avoir à l'esprit qu'il faut étendre le laps de temps dans lequel on va considérer qu'il y a un événement ou pas. Voilà, c'était plutôt ça mon propos à la base, que ça peut avoir des conséquences importantes sur les référentiels qu'on peut produire,
sur les analyses qu'on peut produire, parce que jusqu'à présent, l'unité de mesure de l'activité n'est pas précise. C'est uniquement les fichiers comptés. Et ça me pose un peu de problème, en tout cas, ce qui me fait réfléchir. Virginie Broutin, bureau d'études Odyssée. Moi, en fait, je m'interroge sur les différences de biais qu'il pourrait avoir du coup entre la fameuse 5 secondes et la limite positive, surtout dans ce contexte-là où on est en hauteur, où on a en gros deux types de comportements, les individus qui sont juste en transit, qui passent en ponctuel, et des comportements de curiosité, donc envers le mât ou envers les voyelles aussi, du coup. Et du coup, je me demande que du coup, en minute positive, dans ce cas-là, on aurait tendance à surestimer l'activité de transit, vu qu'un passage ponctuel fera une unité, alors que l'activité du coup de curiosité, elle sera sous-estimée à l'inverse, puisque du coup, un comportement d'individu va tourner un petit peu, va peut-être faire qu'un seul contact. Et du coup, je me dis avoir ça à l'esprit, surtout connaître l'ampleur de ces différences-là, à savoir si en fait, lequel est le plus intéressant dans ce contexte-là, où dans le contexte éolien, on essaie d'évaluer du coup un risque, la proximité. Combien de temps les individus restent à proximité de ces zones à risque. Et voilà. Quelqu'un a peut-être des informations justement sur la vitesse de passage de ces espèces, en fait, je suis pas sûr de savoir. Je crois qu'en général, les véhicules, quand elles passent en transit, j'ai en général qu'un seul ou deux contacts. Ouais, quelques éléments. Oui, sur les durées de séquence, on avait mesuré effectivement les sérotubes, ça dépasse 5 secondes en moyenne, donc il y a beaucoup de double comptage de sérotubes. Mais entre la minute positive et 5 secondes, ce que le débat non tranché, selon moi, et là ça amène des éléments, mais c'est toujours pas. Je suis en fait convaincu ni par l'un ni par l'autre, enfin ça me semble être. Mon point de vue, en fait, c'est que ça ne change pas grand-chose, c'est quand même relativement corrélé. C'est 70-80% de corrélation en général, parce qu'on avait regardé. Ce qui est sûr, c'est que la minute positive, c'est une mesure plus stable. On lisse les différences de matériel, ça n'est pas un argument pour la minute positive, je suis tout à fait convaincu. Ce qui n'a pas été résolu, c'est qu'est-ce qu'on perd comme information. Enfin, quand on veut répondre à une question, c'est sûr qu'on perd de l'information. Donc, je ne sais pas, quand on veut faire la différence entre une mesure et un autre, on a moins de chances d'y trouver une différence significative. Donc, quand on fait des stats, par exemple, on perd de l'information, c'est sûr. Donc, on pourrait, si on voulait une mesure très stable, on pourrait passer à 3 minutes positives, 10 minutes positives, pourquoi pas les heures positives, on aurait encore moins de différence entre le matériel. Mais donc, du coup, ouais, je pense que ça nécessite une étude stat poussée. Donc voilà, on n'a pas trop le temps de le faire, même s'il y a des gens motivés. Bonjour. Juste, je voulais, Alex Thureau pour Excel, pardon, rebondir sur la minute positive ou les 5 secondes. Est-ce que finalement, ce ne serait pas plus intéressant de travailler sur des référentiels par outil, voire par paramétrage, où là, finalement, on comparerait peut-être entre sites ou sur un site sur une même année, mais on parlerait uniquement sur un matériel. Alors, par rapport à tout ce qui a été exprimé, c'est vrai que j'ai un petit peu fait l'apologie des plus parties, mais à mon avis, c'est intéressant de tout faire, tout dépend de la question qu'on se pose. Mais il faut bien avoir à l'esprit toutes ces problématiques et de savoir qu'est-ce qu'on va analyser pour répondre à telle question. Ce qui est important sur la minute positive, sur le fait ou heure positive ou minute positive, peu importe, sur le fait de pouvoir lisser les différences matérielles, c'est de se projeter dans le temps et dans la durabilité et de comparer le plus grand nombre de données possibles. Les maps de mesure en France, pas forcément, ou les éoliennes, pour l'instant beaucoup de données, mais c'est quand même hyper important de pouvoir fédérer le maximum de données. Et on se rend bien compte que le travail qu'a commencé Kevin en récoltant
des données diverses et variées, et il n'avait pas le choix, il fallait qu'il récupère du BATMOD, du SM3, etc. Dans 10 ans, on aura encore des matériels différents et supplémentaires, dans 20 ans, etc. Et donc pour pouvoir se projeter et faire des tendances, des calculs de population, etc., et différents types d'autres études, il faut avoir à l'esprit voilà, toutes ces problématiques liées au matériel qui n'est qu'un outil d'acquisition. Il faut qu'on s'intéresse beaucoup plus à sa capacité à nous fournir quelle information et qu'est-ce qu'elle représente. Voilà, c'était ça. Après, c'est le débat est parfaitement ouvert et je suis conscient qu'il y a plein de... Mais ça pose plein de questions. Alors après, un référentiel par outil, la difficulté, c'est qu'on va, à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, on commence. Et oui, il faut avoir quand même assez de données et assez de recul, je suis d'accord. Je voulais juste rajouter après, j'arrête, une petite remarque. Maintenant, les backcorders existent avec un filtre à 10 kHz, ce qu'on appelle ça l'édition France. Et voilà, on l'a testé un petit peu en interne et il semblerait que ça soit bien pas mal pour les espèces de vol-bas, notamment comparé au BATMOD et au BATLogger. Voilà, ils se défendent assez bien. Mais voilà, c'est un outil récent. On fait la mise à jour en fait à la demande des utilisateurs français. Et ensuite, peut-être pour ouvrir un petit peu le débat sur les parasites, notamment pour les suivis en nacelle, surtout quand c'est des suivis longs, de 8 mois, pour des suivis post-implantation. On sait qu'on a énormément de parasites électriques ou mécaniques qui sont enregistrés par le BATLogger, le BATMOD, je parle du SM3, et ça apporte beaucoup de contraintes ensuite pratiques, puisque ça va surcharger les cartes SD très rapidement, on va falloir faire plus de maintenance, et ensuite au niveau des analyses de son, ça va être très chronophage. Donc finalement, quel est le compromis avec ces enregistreurs qui vont effectivement être plus sensibles et qui vont apporter énormément de parasites et beaucoup de temps de traitement? Il me semble que j'ai donné quelques éléments de réponse. C'est pas mon propos pas de vous dire d'utiliser tel ou tel type d'appareil. C'est pas mon rôle. De tout ça, nous, on va essayer de refaire des essais sur des pas de temps beaucoup plus longs, mais au moins sur cette expérience-là, de mon point de vue, qui n'est que le mien, mais je serais parti, moi, sur le bon compromis offert par le BATLogger. Le problème, c'est qu'on peut l'obtenir. Le BATcorder, même si on descendait le filtre à 10 kHz, on n'aurait pas le fait que son système de filtrage et les réglages à y associés sont quand même très limitants pour toutes les autres espèces. On a des résultats pas sur les espèces détectées, on peut comparer par rapport aux autres, donc on a quand même toute la gamme de fréquences. Il faudra le voir. Bon, après, l'intérêt, c'est qu'on récupère un volume de fichiers, et c'est peut-être à l'avantage un de ceux pour qui tu vas faire les études. On a très peu d'éléments de chauve-souris récupérés, donc une modélisation bancale. Donc je ne recommanderais quand même pas, même si on pouvait descendre le filtre et l'enlever complètement. Il faudrait travailler sur ces autres problématiques, et notamment le micro-stylet et les filtrages associés. Après, on va essayer de refaire l'expérience comme Adams l'avait fait, en poussant le curseur de sensibilité en qualité maximale, pour voir ce que ça donne. Et en augmentant à 800 millisecondes d'intervalle, enfin voilà, essayant d'autres réglages, de pousser au maximum. Mais je suis sceptique sur le fait qu'il puisse être en capacité de déclencher aussi bien qu'un BATMOD ou un BATLogger. Après, le SM3, c'est son gros défaut, il déclenche bien trop souvent. L'avantage, c'est que si tu as la capacité à traiter tous les fichiers produits, tu auras moins de choses. Donc, ça dépend de ton objectif. Pour un développeur aérien qui ne veut pas beaucoup de chauve-souris, il vaut mieux prendre un BATcorder. Moi, j'encourage les constructeurs d'enregistreurs à limiter les paramètres. Parce que c'est clair que quand on a beaucoup de paramètres, les gens n'arrivent plus à les régler comme il faut. De mon côté, j'ai tenté dans la notice d'utilisation d'expliquer les 3 paramètres qui permettent de déclencher un enregistrement.
J'espère que tous les utilisateurs l'ont lu et surtout l'ont compris. Voilà, parce que rajouter des paramètres et des paramètres, je pense que ça rajoute de la complexité, mais je ne suis pas certain que le résultat soit meilleur. Oui, Géraldine Terfa, donc si j'ai bien compris, bon, le backcorder, on lui laisser de côté si on va avoir des contacts effectivement, éventuellement. Le SM3 BAT, il est plus commercialisé. Le BAT-logger, je viens d'apprendre donc qu'on ne peut plus le trouver. Ou alors c'est que le fabricant n'arrive pas à suivre la demande, ou c'est vraiment qu'il arrête? Il arrête parce qu'il n'y a plus de compétences sur le marché. D'accord, donc il a mis voilà. Ok. Non, mais ça va être le cas pour les autres fabricants. Hein, oui, ok. Dans la situation actuelle, c'est peut-être le souci pour tout le monde. Padlife arrive avec un nouvel appareil qu'on a commencé à tester, qu'on continuera à tester, qui est le Smart. Peut-être que Vincent encore, si vous allez voir l'appareil qui pourrait être intéressant, parce que sa capacité à trier, ils ont changé. Elle a l'air plus proche de celle d'un BAT-logger et produit beaucoup moins de fichiers parasites. Ça peut être intéressant à voir, à suivre. C'est quand même très cher. Nous, on travaille à développer notre propre enregistreur et c'est pas simple. D'autres travaillent à développer d'autres enregistreurs. Donc voilà, il faut être attentif, mais il se trouve que sur 2022, 2023 et peut-être 2024, on est un peu dans la claque de ce moment-là. On va retourner avec les détecteurs à main. Ce n'est pas une mauvaise idée. Oui, bonjour. Pour tout ce qui est de la multiplication des modèles, c'est pas seulement commercial, hein, ils se heurtent au problème d'obsolescence des composants qui sont utilisés dans leurs appareils et donc ils ne sont plus capables de les produire. J'ai le même problème. Oui, bonjour, Frédéric Etel. Je suis un peu resté sur ma faim dans votre présentation, puisque je vois que vous avez invité donc, un constructeur, fabricant, avec M. Brignot, que des chirotérologues utilisent d'ailleurs. Donc, est-ce que vous avez aussi, ou est-ce que Jean-Loup Brignot pourrait nous parler des capacités de ces appareils qui maintenant, je crois, font aussi de la stéréo et avec un système radio, une synchronisation entre 6 micros finalement, qui pourrait être aussi une solution à certains problèmes que vous avez évoqués. Je peux parler des appareils, mais je ne peux pas les comparer aux appareils du commerce parce que j'en ai pas. J'ai pas les moyens de les acheter. Et donc je les ai forcément pas comparés. Par contre, si on retente l'expérience, il est bien mieux. Et donc oui, moi je propose 3 modèles. Un modèle qui est le plus universel, c'est l'Active Recorder qui fait à la fois de l'écoute active, mais qui peut faire aussi de l'enregistrement passif, à condition de le mettre dans un sac plastique parce qu'il n'est pas du tout étanche. J'ai le Passive Recorder qui fait de l'enregistrement mono, étanche, avec un micro qui ne l'est pas. On travaille sur la question. Il arrive que les micros se grillent, c'est-à-dire que ce sont des micros MEMS, et donc l'ingestion d'eau à l'intérieur du micro MEMS, il a un tout petit trou, hein, mais il s'est protégé par une bonnette. Si l'eau arrive à rentrer dans le trou, c'est mort. Par contre, mes micros coûtent 4,50 € le remplacement. Et puis j'ai le modèle stéréo, effectivement, qui fonctionne à 384 kHz. Il y a une extension avec la synchro pour faire des enregistrements synchrones et faire après de la trajectographie. Aujourd'hui, l'enregistrement synchrone fonctionne. Nous sommes en attente d'un algo de trajectographie. Je crois que je suis censé jouer un rôle dans ça, mais du coup, je voulais répondre à la question d'avant. Nous, on a testé Passive Recorder et il est dans le peloton de tête, hein, donc sur la sensibilité
qualité des micros, c'est très bon, c'est équivalent à une 2 Badlogger. Enfin, en tout cas, le micro du Badlogger A, celui qu'on a testé, je ne sais pas si c'est le même ou pas, le XE. Et voilà, c'était pour dire ça. J'ai oublié un truc, je voulais dire autre chose. Oui, parce que le Carter, du coup, c'est pour dire il est performant. Ah oui, si, il y a une petite chose, c'est sur les MEMS. Donc effectivement, ils sont sensibles à l'exposition à l'eau. Et il y a souvent des choses qu'on ne voit pas sur les LG, ou je n'ai pas vu en tout cas, c'est des pertes partielles de sensibilité suite à une exposition à l'eau. Et ça peut être particulièrement gênant pour les débutants. Ils ont l'impression qu'un appareil marche toujours, mais il a perdu beaucoup en volume de détection. Et nous, on est obligé, on va essayer de faire un système d'alerte automatique pour que quand les gens uploadent leurs données, si jamais il y a des durées de séquences courtes de pipistrelles, alors c'est un proxy, mais c'est pas fiable à 100%, mais qu'ils aient attention, testez vos micros. Parce qu'en gros, on estime là qu'on a de l'ordre de 20% de données points fixes qui sont faits avec des micros qui sont pas au top, quoi. Donc on les retire quand on met les analyses de tendance et les cartes. Pardon ? Ouais, mais je pense que ça suffit pas à un positif quand on a 70% de perte. Alors pour la tenue dans le temps des micros, sur les Kinti Recorders, j'ai un test micro étendu avec un vulgaire trousseau de clés. Tous ceux qui m'appellent et qui me disent voilà, j'ai l'impression que mon micro, il n'est pas très bon, il a baissé en qualité et tout. As-tu testé le test micro étendu? Je ne connais pas, je n'ai pas vu. Bon, je le renvoie vers la notice. Et il me rappelle en disant ah ben oui, il est faible ou il est en panne. Donc, mon test micro, je le trouve assez performant. Usez et abusez de ce test micro et j'encourage les autres constructeurs à en faire autant parce qu'effectivement, c'est très important de pouvoir surveiller dans le temps la qualité de son micro. Oui, alors moi je vous invite à venir sur le stand pour voir le Smart, c'est un nouveau micro nouvelle génération qui est numérique. Alors c'est un micro qui est chauffé en fait au niveau de la membrane pour éviter la condensation, le gel, l'altération en fait, du micro. Et il est vraiment pas mal. Donc ça aussi c'est peut-être possible de mettre en place un système de chauffage. Ça fait pas café encore. Mais voilà, c'est un micro qui est numérique, donc on passe par RG45, c'est plus d'analogique, donc c'est des micros, on peut faire des 100 mètres de linéaire sans problème, sans perte de signal. Et bon, le Smart, moi je pense que ça va être une bonne machine pour demain. Après, on va encore tester donc l'année prochaine. Enfin, cette année, on va refaire un test complet, on va rajouter le Smart, ton enregistreur. Enfin, voilà, on est ouvert à toute proposition. Hein. L'idée, c'est de trouver le bon matériel. Et c'est vrai que bon, moi, je suis un peu en voie du Badlogger. On était super contents du Badlogger finalement, et le fabricant m'a contacté en me disant que cette année, il ne faut pas compter sur lui, pour le composant. Et peut-être qu'il va ressortir des Badlogger l'année prochaine, mais ça sera plus cher. Déjà, ça attend une augmentation des prix. Donc il faut qu'on s'adapte hein, et on trouve le meilleur produit. Voilà. Et pour la quantité de données, le Smart, je reviens dessus, je suis désolé. En fait, ils ont développé un algorithme assez efficace qui trie les sons parasites. Et ce qui fait qu'il écume énormément de parasites, donc on gagne de la place de stockage. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous voulez faire des tests, voir un peu le matériel, je peux faire des démonstrations. On pourra travailler aussi plusieurs. Vous avez des questions? Bon, en tout cas, merci hein, Thierry pour cette belle présentation. Et merci à tout le monde.